Bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année, puisqu'on est encore dans les délais. Et que, en tout cas, pour moi, en plus, ça sera ma première nouvelle année au Musée de l'Homme, puisque j'ai eu le bonheur d'arriver ici et de prendre la direction de ce bel établissement au mois d'avril dernier. Le temps passe vite, mine de rien. Mais en tout cas, c'est mon premier mois de janvier au Musée de l'Homme. Et la Société des Amis, au travers de son président, Vincent, mais aussi de Nancy, qui, quelque part dans la salle, voilà, je la vois au fond, m'ont gentiment proposé d'ouvrir le bal, si je puis dire. On va parler de bal et de valse, parce que je parlerai de la valse des musées, notamment. D'ouvrir le bal des conférences ce soir. Bon, j'ai réfléchi un peu de quoi j'allais parler pour cette première conférence de l'année, qui pour moi est la première conférence que je fais ici dans le cadre de la Société des Amis du Musée de l'Homme. Et voilà, et donc en fait, j'ai tenu à vous parler d'un petit sujet, après tout, qui va faire le pont entre mon ancien travail et mon ancien poste au musée du Quai Branly et mon nouveau poste. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je voudrais me livrer un certain nombre de réflexions, de remarques, d'observations sur cette, justement, dernière valse des musées, comme l'a souligné Vincent, qui a abouti à ce nouveau paysage muséal du début du XXIe siècle, mais de la remettre aussi en perspective. Et on verra qu'on fera un petit flashback dans le temps, y compris jusqu'à la Révolution française. Et je tâcherai surtout de ne pas être trop long, même si j'avais l'intention de vous dire pas mal de choses, ou d'essayer de vous dire pas mal de choses. Alors, voilà. Je suis au Louvre. Donc, c'était la proclamation de cette figure précolombienne de la culture Chupicuaro du Mexique, qui apparaissait sur toutes les affiches placardées dans le tout Paris, annonçant l'ouverture, le mercredi 16 avril 2000, du pavillon des sessions, dans l'aile sud-ouest du Grand Musée parisien, en bordure de la Seine. D'autres objets américains, africains, océaniens ou asiatiques accompagnaient cette campagne publicitaire. Pour dire leur entrée dans ce temple des arts, il y avait même un second slogan qui déclamait « Ensemble au Louvre » et mariait sur la même image une œuvre exotique, entre guillemets, du musée du Quai Branly nouvellement créé, avec un chef-d'œuvre classique, entre guillemets aussi, du Louvre. Telle statue du dieu Gou du Bénin unie à une Vénus hellénistique, ou bien un dignitaire ou aztèque du Mexique aux côtés d'une princesse pharaonique égyptienne, etc., etc. Donc en cette année 2000, cette année charnière, l'ouverture du pavillon des sessions consacrait la première étape d'une vaste recomposition du paysage des musées nationaux dits de civilisation ou de société. Le nouveau musée du Quai Branly, dédié, comme son sous-titre le rappelait alors, aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, ouvrait sa première antenne, donc au public, avant de se lancer dans la construction du nouvel établissement public au pied de la Tour Eiffel, sur le quai de la Seine, le Quai Branly, qui lui a donné son nom. Celui-ci était inauguré par son promoteur, le président de la République, Jacques Chirac, en juin, je crois que c'est le 20 juin 2006. Dépouillé de ses collections extra-européennes, le Musée de l'Homme entamait parallèlement une profonde rénovation, recentrée sur la compréhension de l'homme et des sociétés dans leur environnement. Et dans la durée, croisant approches biologiques, sociales et culturelles, ce nouveau Musée de l'Homme, comme on l'a dit, a ouvert ses portes donc en octobre 2015. Héritier du Musée national des arts et traditions populaires, fermé en 2005, et de ses collections ethnographiques françaises, y joignant les collections européennes du Musée de l'Homme, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. J'ai oublié de vous montrer les images, mais vous les connaissez à ce stade. Voilà. Donc, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée s'est installé dans le même temps à Marseille pour être inauguré, quant à lui, en juin 2013. Devenu libre dans ce jeu de chaises musicales, le Palais de la Porte Dorée, siège de l'ancien musée des colonies en 1931, se transformait en Cité nationale de l'immigration pour ouvrir en 2007. Dans ce vaste mouvement, j'inclurai la création en 2003 d'un département des arts de l'islam au Louvre, ouvert au public en 2012. Et enfin, on pourrait rappeler la rénovation du Musée national des arts asiatiques Guimet en 1997. Donc, en moins de 20 ans, une profonde mutation s'est ainsi opérée dans des musées nationaux qui en conservent et exposent des collections ayant à voir, de près ou de loin, avec l'archéologie et l'ethnologie du monde entier. Est-ce que cette large recomposition s'est accompagnée d'une réelle mise à plat des périmètres géographiques ou culturels propres à chaque institution ? En a-t-on profité pour débattre des frontières thématiques ou chronologiques anciennes, mais souvent floues, pour ne pas dire discutables, entre musées nationaux ?
C'est un petit peu ce dont je vais essayer de débattre ici. Rappelons donc brièvement, on a fait ce petit topo sur le début du XXIe siècle, faisons quelques flashbacks en arrière, et d'abord remontons à l'avant-dernière recomposition des années 30. Profitant de la construction du nouveau palais de Chaillot à l'occasion de l'Expo universelle de 1937, c'est une histoire que vous connaissez tous, le musée de l'Homme, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle, hérité des anciennes collections du musée d'ethnographie du Trocadéro, Afrique, Océanie, Amérique, Asie et Europe, mais dans le même temps, les collections d'anthropologie physique et de préhistoire, alors conservées au muséum sur le site du Jardin des Plantes, rejoignaient l'aile de Passy du nouveau palais de Chaillot. Ce nouveau temple de l'homme, comme on a pu l'appeler, couvrait ainsi la totalité de la planète, dans l'espace comme dans le temps, des origines à nos jours, dans un bel élan humaniste et universaliste. Toute la planète? Non. Car déjà une large part de l'Asie habitait non loin au musée Guimet, une Asie millénaire, des grandes civilisations, entre guillemets, quand seule l'ethnographie asiatique était collectée et présentée au Trocadéro. Puis, au moment où ouvrait le musée de l'Homme, où il ouvrait ses portes, un autre établissement naissait, le Musée national des arts et traditions populaires. L'ethnographie de la France faisait alors sécession et quittait le reste du monde. À peu près au même moment, l'exposition coloniale internationale de 1931 marquait l'apogée de notre empire colonial. La gigantesque mise en spectacle de Vincennes, après avoir attiré des millions de visiteurs, laissait derrière elle un magnifique bâtiment porte dorée qui devint le musée des colonies, rebaptisé en 1935 Musée de la France d'Outre-mer, puis décolonisation oblige, Musée des arts d'Afrique et d'Océanie en 1960. Ces collections, héritées pour une large part de l'exposition initiale, couvraient ainsi largement les pays anciennement colonisés par la France, en Afrique comme en Océanie, mais aussi, même si cela n'apparaissait pas dans son dernier nom, quelques vestiges de ce que l'on appelait alors nos vieilles colonies, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Ce que je appelais ce Yalta des musées, donc c'est le dernier, celui des années 30, ne sont jamais que la dernière recomposition d'une longue histoire muséale qui prend ses racines au moment même de leur création sous la Révolution française. Les collections d'archéologie classique, entre guillemets à chaque fois, encore balbutiantes et relevant alors de l'histoire de l'art, rejoignirent naturellement le Louvre, transformé en muséum central des arts de la République. Mais où mettre les curiosités des sauvages, comme on les appelait, collectées jusqu'ici dans les cabinets de curiosités? Selon une pratique qui persiste encore dans certains muséums en région, certains de ces objets exotiques restèrent dans le nouveau muséum d'histoire naturelle aux abords du Jardin des Plantes, joints aux naturalia, roches, plantes et animaux provenant du monde entier, en train d'être explorés et catalogués. Mais une large part des pièces d'Afrique, des Amériques, d'Asie et les premières rapportées d'Océanie, issues des collections du roi, mais aussi d'abbayes et d'aristocrates, rallièrent un nouvel établissement au destin éphémère, le Muséum des Antiques. Créé par le décret du 2 juin 1795, celui-ci s'installa dans les locaux du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale rue des Richelieu. Mais faute de moyens et de volonté, il périclita rapidement et au cours des années suivantes, ses collections furent plus ou moins délaissées avant d'être ventilées dans d'autres institutions muséales au cours du XIXe siècle. Voilà quelques pièces qui sont passées par ce cabinet des Antiques, ici des pièces de Guyane ou des Antilles. Plusieurs donc établissements muséaux recueillirent pour un temps nombre de ces pièces d'ancien régime avant qu'elles ne rejoignent le musée d'ethnographie du Trocadéro qui sera créé, comme on le verra rapidement tout à l'heure et comme vous savez, à la fin du XIXe siècle. Et au début du XIXe siècle, je veux dire que c'est à ces dates-là que des collections réparpillées partout rejoindront donc le Trocadéro. Mais revenons au XIXe siècle naissant. Le premier des musées à accueillir des collections exotique ou ethnographique, fut le musée naval ou musée de la marine inauguré au Palais du Louvre en 1829. À côté des maquettes de navires et des instruments de navigation, il accueillit, salle de la Pérouse, des pièces ethnographiques rapportées par les navigateurs et quelques autres prises rue de Richelieu dans les greniers de la Bibliothèque nationale où elles avaient été remisées. Rapidement, face à l'exiguïté des salles, une annexe ethnographique fut créée et inaugurée le 11 août 1850 au Louvre, dans le pavillon de Beauvais. Des collections ethnographiques extra-européennes au Louvre, dans la première moitié du XIXe siècle, c'est à noter, puisqu'on va les retrouver en 2000, comme je l'ai introduit, mais ça ne durera pas.
la légitimité de ces monuments barbares. Je reviendrai tout à l'heure sur ce terme de monument barbare, et je vous expliquerai pourquoi je l'utilise, entre guillemets. Dans ce temple des beaux-arts fut vite contesté, et ils prirent le chemin de Saint-Germain-en-Laye au tout début du XXe siècle. En effet, faute de place au musée d'ethnographie du Trocadéro, le seul musée qui put recevoir ces collections était le musée des Antiquités nationales, qui, rappelons-le, avait été créé par Napoléon III en 1862. Et donc, entre 1907 et 1911, les collections du musée de Marine et du musée d'ethnographie du Louvre vont à Saint-Germain-en-Laye, mais finalement atterriront, si je peux me permettre, au musée d'ethnographie du Trocadéro au début du XXe siècle. Depuis, il n'en reste que quelques-unes, quelques pièces, aujourd'hui exposées dans la salle d'archéologie comparée de Saint-Germain-en-Laye. D'autres collections lointaines ont également eu droit de citer au Louvre en ce début du XIXe siècle, en plein remue-ménage muséal. Aux côtés des précédentes, donc du musée d'ethnographie, le Grand Musée parisien possédait, depuis le début du siècle, un certain nombre de monuments américains, premières pièces précolombiennes envoyées en France, surtout mexicaines et péruviennes. L'arrivée de nombreuses autres collections motiva l'ouverture d'un nouveau petit musée au rez-de-chaussée de l'aile nord du palais, à côté du musée assyrien, qui lui aussi venait d'être créé. Et baptisé un temps musée mexicain, il prit finalement le nom de musée américain, suscitant l'enthousiasme et générant l'afflux d'autres objets précolombiens. Voici quelques pièces aujourd'hui à Branly, mais qui se sont passées par tout l'itinéraire qu'on verra, mais qui se trouvaient dans ce musée américain du Louvre. Mais très vite, la contestation au Louvre contre ces monuments barbares va s'organiser et les collections du musée américain vont être d'abord déménagées dans un corridor en 1861, prélude à leur expulsion du Louvre, après qu'un mouvement de protestation contre la présence de ces œuvres jugées justement trop barbares est abouti à leur départ en 1887 vers le tout nouveau musée du Trocadéro. Une autre institution, mais je vais en parler rapidement pour ne pas m'étendre parce que ce n'est pas le cœur du propos. On reviendra évidemment sur le Louvre, cette présence au Louvre de ces pièces ethnographiques ou d'archéologie précolombienne. D'autres pièces ont vu le passage d'objets ethnographiques, en l'occurrence le musée de l'artillerie, appelé comme ceci et aujourd'hui musée de l'armée, où, à l'initiative de Hamy et du directeur de l'époque, fut créée en 1871 une galerie ethnographique qui accueillait 80 mannequins africains, océaniens, asiatiques et américains, grandeur nature, donc aux côtés des soldats napoléoniens ou des chevaliers du Moyen-Âge. Cependant, en 1917, l'afflux des souvenirs de la Grande Guerre souleva un problème de place, et décision fut prise de donner la collection des mannequins exotiques avec leurs costumes et leurs armes au musée d'ethnographie. Ensuite arrive, mais on ne va pas s'appesantir ici, Ernest Théodore Hamy, et donc la création, à l'occasion de l'exposition universelle de 1878, du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui ouvrira ses portes en 1882, suivi par le musée de l'Homme, mais c'est une histoire connue. Voilà quelques vues des salles du musée d'ethnographie du Trocadéro à son ouverture. Dans ce panorama rapide et par rapport aux aires géographiques questionnées, reste à dire quelques mots sur la place ô combien discutable de l'Asie et de ses civilisations. Place vraiment questionnable, tant l'immense et pluriel continent asiatique se trouve écartelé en de multiples lieux. Des antiquités orientales du Louvre, à son nouveau département de l'islam que j'évoquais tout à l'heure, du musée d'art et d'histoire du judaïsme au MUSEM, qui traite maintenant aussi du Proche-Orient, sans parler du musée Cernucci, du quai Branly avec ses collections asiatiques. On voit que cette Asie est écartelée en différents musées et bien entendu se trouve au Musée national des arts asiatiques Guimet. Sans rentrer dans l'histoire du musée asiatique Guimet, on voit bien que ces découpages, donc qui là pour le coup et pour l'Asie sont tout à fait discutables. Cette partition entre grandes civilisations entre guillemets chinoises, japonaises, khmères à Guimet, alors qu'au Trocadéro à l'époque on mettait l'ethnographie ou les minorités, ou on les appelait comme on voulait, qui se retrouvent aujourd'hui de fait à Branly, et où passe la frontière des collections asiatiques. Là, c'est un peu les hasards de l'histoire et la personnalité de M. Guimet, d'Émile Guimet, collectionneur, etc., qui est à l'initiative et avec ses propres fonds de la création du musée Guimet, d'abord à Lyon puis à Paris, transformé ensuite en musée national, mais le fond de la collection et le démarrage de la collection est cette collection privée au bout du compte et ne correspond absolument pas
à un choix stratégique des décideurs, et encore moins des décideurs du musée d'ethnographie du Trocadéro, même si, là aussi, rappelons-le, un éphémère musée indo-chinois du Trocadéro a existé. Donc on voit bien que les arts asiatiques, dont il est question à Guimet, concernent surtout des objets archéologiques ou des objets anciens et excluent les objets ethnographiques qui sont aujourd'hui à Branly, comme l'art contemporain. Frontière bien discutable, pour ne pas dire idéologiquement tendancieuse, séparant comme en d'autres endroits, à commencer par le Louvre. On a vu que les Assyriens, qui sont en Asie, sont au Louvre, que les Égyptiens, on en parlera tout à l'heure, africains, sont aussi au Louvre. Donc ce partage et ces découpages entre art des hautes civilisations millénaires de celui de peuples prétendument sans histoire, relégués au rayon de production ethnographique. Cette dernière valse des musées, là je reprends une expression de Benoît de l'Étoile dans son ouvrage Le goût des autres, donc a redécoupé le monde de l'anthropologie, de l'archéologie et de l'histoire, mais d'une manière tout aussi insatisfaisante qu'auparavant, avec ses incohérences, ses séparations irritantes, ses frontières disciplinaires fluctuantes. On pourrait saluer quand même néanmoins l'investissement de l'État qui, au travers de ces nouvelles créations, de ces nouvelles rénovations, a abouti quand même néanmoins à des efforts importants et des nouveaux établissements. Mais au bout du compte, cette répartition des champs culturels, géographiques et chronologiques dans les musées, tout au moins nationaux, reste largement le fruit de cette longue histoire deux fois séculaire. Elle aboutit à un découpage méritant d'être interrogé, car il est d'autant plus en décalage avec les réalités contemporaines que nous vivons des temps où les antiques frontières institutionnelles et disciplinaires s'effondrent, à commencer par une barrière quasi mythique et constitutive de notre civilisation occidentale entre le « nous », entre guillemets, et les autres. Alors, c'était aussi un petit clin d'œil à l'exposition « Nous et les autres ». J'ai aperçu Evelyne quelque part dans la salle. Voilà, donc, c'est là que je souhaiterais interroger un petit peu cette notion de musée des autres, musée de soi, musée de nous, musée des autres. Je suis au Louvre, rappelons-nous, clamé en 2000 une horde de sculptures africaines, océaniennes, américaines ou asiatiques pour marquer l'installation au pavillon des sessions de 120 chefs-d'œuvre exotiques provenant des collections du Musée de l'Homme, du Musée des Arts d'Afrique d'Océanie ou récemment achetés par le nouvel établissement public du Musée du Louvre. Les arts premiers entrent au Louvre, répétés à l'envi les médias de l'époque, à l'image du numéro hors-série de Télérama, qui affichait ce slogan sur sa page de couverture, avec en surtitre « Trésor d'autres mondes » et en fond un masque Yupik de l'Alaska ayant appartenu à André Breton. Que de signifiant dans ces mots et ce choix d'illustration. L'éditorial de Michel Aubert, d'ailleurs, s'ouvrait de même par une incantation comparant cette entrée à un faire-part de reconnaissance, je cite, qui sonne comme un cri de victoire. Ce que d'aucuns célébraient comme une véritable révolution consacrant l'idée que les chefs-d'œuvre, je cite entre guillemets, les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux, c'était le titre de la tribune de Jacques Kershach en 1990 et signé par un certain nombre de personnes, et qu'à ce titre, les exclus des continents exotiques méritaient d'entrer au Louvre aux côtés de la Joconde ou de la Vénus de Milo. D'autres le vivaient, à commencer par les conservateurs du musée du Louvre, comme une véritable invasion barbare dans le temple proclamé de la civilisation occidentale. Barbare, c'est bien l'étranger, pour les Grecs et les Romains, et plus tard pour la chrétienté. C'est aussi celui qui n'est pas civilisé, qui est arriéré, primitif, sauvage. C'est enfin, selon le grand Robert de la langue française, ce qui choque, qui est contraire aux règles, au goût, à l'usage. Dans l'épisode du pavillon des sessions, ce sont bien ces trois définitions qui ont scandalisé certains professionnels des musées et du patrimoine. Au XIXe siècle, on l'a vu, les mêmes jugements négatifs avaient chassé les statues aztèques et mayas de l'éphémère musée américain du Louvre et les parures des naturels d'Amazonie ou d'Océanie du musée de la Marine installé dans ce même lieu. Le musée du Quai Branly, d'ailleurs, s'est d'emblée positionné comme le musée de ces barbares, au bout du compte, puisqu'il s'est appelé lui-même d'un plus poli autre. Dans son allocution inaugurale, le 20 juin 2006, Jacques Chirac, président de la République, n'évoquait-il pas l'avènement de cette nouvelle institution dédiée aux cultures autres. La première grande exposition dont vous avez ici... non, ça c'est la couverture d'un télérama que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, la première grande exposition de la nouvelle institution, présentée comme son manifeste,
l'exposition manifeste, ne s'appelait-elle pas d'un regard l'autre? Et de nombreux documents, articles dans la presse, éléments de langage, etc., ne parlaient sans cesse que d'un nouveau musée de l'autre ou des autres, au singulier ou au pluriel. Force est de constater que le vocabulaire n'est pas aisé pour définir le partage qui a prévalu avec la création du musée du Quai Branly. Les débats initiaux au début... Je regarde le temps parce que je ne veux pas être trop long. Voilà, on a parlé au début d'un tas de mots, y compris le terme art premier, une sorte d'ersatz politiquement correct pour art primitif. On a eu l'art tribal est un terme qu'on n'a pas osé utiliser, trop connoté, trop connecté au monde du marché de l'art. Et souvent, finalement, c'est par la négative que l'on a défini les collections rassemblées en ce nouveau musée. Elles sont souvent aussi qualifiées d'extra-européennes ou encore relevant de civilisations non occidentales, quand ce n'est pas le mot exotique qui prime. Rappelons que le mot exotique a été créé par Rabelais en 1548 pour montrer tout ce qui arrivait de loin. Mais alors que dire des arts chinois et khmers de guillemets, des œuvres rapportées de l'Égypte africaine, des antiquités orientales du Moyen-Orient ou des mondes romains de l'Afrique du Nord au Louvre, ne sont-ils pas tout autant extra-européens et exotiques? L'exclusion de l'Europe, voilà quelques images de l'exposition. L'exclusion de l'Europe fait débat, quand celle-ci, donc à Branly, absente par ses collections, est en fait omniprésente en creux, puisque tous les objets étrangers exposés, par leur présence même à Paris, sont directement issus de l'histoire coloniale et scientifique de l'Occident. Ils sont le choix d'Européens, ici le plus souvent de Français. D'aucuns ont considéré, je cite François Choé, que cette exclusion de l'Europe de Branly constituait l'anachronique manifestation d'un ethnocentrisme avéré. D'autres ont rapporté, je cite, que l'idée même d'un monde autre, dont l'essence serait d'exister pour la contemplation esthétique de l'Occident, un monde transformé en terrain de chasse esthétique dont on rapporte des profits exhibés avec fierté et profondément colonial. Nous avons vu que ce processus a été entamé en 1937, avec le schisme entre la France et le reste du monde, au travers de la création du Musée des Arts et Traditions Populaires. Au début du XXIe siècle, avec les naissances conjointes du Musée du Quai Branly et du MUSEM à Marseille, c'est l'Europe entière qui s'éloigne des autres continents, ou tout au moins une certaine Europe, voilà le MUSEM, et une certaine France. Car, je cite en 1937, la division des collections laissait le primitif au palais de Chaillot et le populaire, entre guillemets, au tout nouveau musée consacré au folklore de la France. Cela vaut pour les collections ethnographiques européennes qui ont rejoint les rivages de la Méditerranée quelques décennies plus tard. Avec ces deux étapes, procédant au bout du compte d'une même logique, l'autre ethnographique consistait en tout ce qui était extérieur à la France, mais comprenait aussi les sociétés dites traditionnelles, et particulièrement rurales, que comptait le territoire français puis européen. La France et l'Europe non ethnographique, l'Occident de l'art classique et des épopées nationales n'étaient et ne sont toujours pas concernées. Elles sont d'abord et avant tout dans les musées d'histoire et des beaux-arts, à commencer par le plus grand d'entre eux, le Louvre. Cette subdivision, cette vision s'articule en fait et questionne une sorte de définition. Et j'ai emprunté mon titre de conférence à Benoît de l'Étoile qui, pour simplifier, propose de répartir les musées, et tout particulièrement les musées d'anthropologie et d'histoire, je cite, en deux catégories du point de vue de leur rapport à l'identité. Donc les musées de soi et les musées des autres. Et de préciser pour ces derniers, les musées des autres, un tel musée ne renvoie pas d'abord à un nous, mais précisément à ceux qui sont définis comme différents. La délimitation du domaine du musée est alors négative. Les autres sont-elles par contraste avec nous. Fin de citation. Le musée du Louvre, évidemment, s'avère donc contre un musée de soi, car dans la construction de notre identité gréco-romaine, européenne, chrétienne, occidentale, il rassemble les collections liées à l'histoire de l'extrémité occidentale de l'Eurasie et aux mythes fondant notre roman national. Mais que dire alors de l'ancien musée des arts et traditions populaires et du nouveau musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui ont conservé ou gardent aujourd'hui en leur sein les vestiges de notre héritage rural, agraire, ouvrier, industriel. Ces derniers ne participeraient-ils pas de notre histoire commune? Et faudrait-il suivre Martin Roth, qui dissociait un autre extérieur et un autre intérieur, exotique au regard du citadin contemporain, aisé, cultivé et forcément moderne? Ce débat s'étiole et paraît largement hérité d'un temps jadis où les frontières étaient plus simples à établir, d'une époque où le groupe « nous », entouré de communautés autres, faciles à identifier, à stigmatiser ou à coloniser,
et bonne à ethnographier, pouvaient en ramener des objets exotiques, authentiques, purs témoins d'un passé antérieur, intact. Nostalgie du néolithique, d'un âge d'or d'avant les contacts, de frontières bien tranchées entre civilisés et primitifs, dont témoignent les missions anthropologiques du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Rêvant de rencontrer des communautés isolées, jamais entrées en relation avec les Blancs, ces missions, ces expéditions, en oubliaient de voir, ou pis encore, mépriser les sociétés métissées, hybrides, créolisées, fruits de contacts, d'échanges, de guerres, d'alliances et de conquêtes pour le pire et le meilleur. Entre le nous et les autres, ces sociétés créoles, métisses, ont longtemps été placées dans une sorte de no man's land rejeté par l'ethnologie, qui les jugeait trop abâtardis, les termes qu'on trouve à l'époque, trop modernes mais pas assez primitives, pour les étudier. C'est l'exemple, par exemple, évidemment, de régions sur lesquelles j'ai travaillé, comme la Guyane, les Antilles françaises ou Haïti. Pendant des décennies, seuls les Amérindiens et les Marrons de Guyane, par exemple, ont été jugés dignes d'intérêt anthropologique. Les premiers pour être d'authentiques autochtones, les seconds, certes descendants d'esclaves des plantations, enfuis des plantations, mais vivant primitivement dans la forêt profonde, tels des Africains transplantés en Guyane. Et des centaines d'objets de l'art des uns comme des autres, donc des Amérindiens ou des Noirs marrons, ont garni les réserves et les vitrines des musées d'ethnographie. Par contre, les descendants métissés des esclaves africains, des premiers colons européens, des migrants asiatiques et des locaux amérindiens n'ont suscité quasi aucune étude avant les années 70, à quelques exceptions près, et leurs productions sont quasi inexistantes dans les collections muséales françaises, y compris en provenance d'Haïti. Au musée du Quai Branly, hérité du musée de l'Homme, il y a en tout et pour tout 80 objets de Haïti. Et évidemment, dans cette frontière, voilà quelques-uns de ces objets. Dans ces débats disciplinaires, identitaires, mais aussi politiques, je ferai une dernière citation de Philippe Descola, qui me servira de conclusion provisoire pour cette première partie de mon exposition et qui pourrait en fait alimenter encore plus les champs de réflexion. Je cite donc Philippe Descola. « On pourrait même soutenir que le musée du Quai Branly est aussi une sorte de musée communautaire, non qu'il contienne un propos explicite sur les mœurs des Français, ce fut le rôle du musée des arts et traditions populaires, mais parce qu'il est symptomatique d'une certaine vision universaliste et encyclopédiste des cultures du monde caractéristiques de la tradition française. » Et donc je m'interrogerai, et si Branly, au final, appartenait à la catégorie des musées de soi? J'évoquais tout à l'heure les monuments barbares. Ici est représentée une planche, une gravure du catalogue qui accompagnait la vente de la collection de Dominique Vivant-Denon. Et cette planche, vous ne pouvez pas le voir, s'intitulait « Monuments barbares, temps incertain ». Donc, aux côtés d'innombrables œuvres de l'Ancien Monde, le premier directeur donc, du musée du Louvre, Dominique Vivant-Denon, avait aussi collectionné au cours de sa longue vie quelques objets provenant des Amériques, Antilles, Pérou ainsi que d'Océanie. Donc ici, sont présentées des pièces d'Océanie et des Antilles. Je voudrais retenir maintenant, on a beaucoup parlé des barbares, mais retenir les temps incertains auxquels étaient alors rattachées ces pièces exotiques. Ils témoignent somme toute d'un éternel malaise du rapport au temps face à ces œuvres ne s'inscrivant pas dans la chronologie classique de l'Ancien Monde. Et pareil constat peut encore souvent être observé aujourd'hui quand il s'agit de parler et d'exposer les arts d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et d'une partie de l'Asie. Le temps est comme aboli. Les sociétés y apparaissent régulièrement comme statiques, figées dans une tradition et un temps immobile, n'ayant pas d'histoire, ne connaissant pas de progrès. Parallèlement, quand elles sont qualifiées de premières, avec le sous-entendu implicite de primitifs, l'on reste dans une autre connotation largement évolutionniste qui les envisage comme témoignant du passé le plus ancien, d'un stade premier de l'humanité, d'un monde préhistorique. Cette non-perception du temps et des sociétés exotiques se télescope et leur temps a été renforcé par le jeu des disciplines scientifiques de l'étude de l'homme, entre archives du passé et informations du présent, entre archéologues et anthropologues. Les premiers étudient le lointain dans le temps, les seconds le lointain dans l'espace. Alain Testard rappelle ainsi à juste titre combien, je cite, « l'ethnologie a toujours été l'ethnologie des autres », avant de poursuivre, la préhistoire, au contraire, et jusqu'à très récemment, n'a pas été la préhistoire des autres. Elle est née au XIXe siècle comme la préhistoire de l'Europe et de l'Asie proche, justement, ce que l'on appelle le Proche-Orient, proche de nous, occidentaux, évidemment.
Fin de citation. Et si donc la longue histoire millénaire de notre société est bien ancrée dans nos gènes culturels et bornée de grands repères chronologiques et évolutifs depuis ce proche Orient et les rives du Levant de la Méditerranée, considérés comme le lieu de naissance de notre civilisation, en passant par les cités grecques, l'Empire romain, l'apogée du christianisme et l'aventure des grandes découvertes, les contrées hors d'Europe, à l'exception de l'Asie des grandes civilisations, reste dans une sorte de halo, sans date, sans évolution. Le temps s'y est arrêté, la chronologie y a été abolie. Depuis son ouverture, c'est d'une critique récurrente faite à la galerie permanente du musée du Quai Branly. Elle présenterait les sociétés extra-européennes selon une vision atemporelle, sans rappeler leurs lointaines origines, sans mettre en perspective leur longue histoire millénaire, ni leur évolution, ni leur transformation. À l'autre extrémité chronologique, leur rapport à l'Occident, les échanges culturels qui en ont résulté, les migrations comme les déportations, pensons à l'esclavage en Afrique, la conquête coloniale qu'ils ont subie, toute cette histoire est aussi largement occultée. Je cite, « En réalité, le temps des origines où nous installent les arts premiers n'est pas celui de l'histoire mais du mythe. De ce point de vue, la notion d'art premier est effectivement directement inspirée de Malraux, même si celui-ci parle plutôt d'arts primordiaux. » Pointe avec justesse donc Benoît de l'Étoile que je viens de citer. Pourtant, l'exemple américain dont j'ai eu la charge des collections du Quai Branly est sans doute un contre-exemple. Si l'on peut sans doute pointer des questions de vitrine et de scénographie et des problèmes de signalétique, l'espace qui leur est dédié, donc aux collections américaines à Branly, est le seul dans le musée à nettement évoquer la profondeur historique des sociétés considérées. C'est ainsi que le parcours est séparé en deux parties bien distinctes. L'Amérique préhispanique, d'une part, constituée uniquement de pièces archéologiques précolombiennes, datées des premiers millénaires avant notre ère jusqu'à la veille de la conquête, et d'autre part, l'Amérique du XVIe siècle à nos jours, avec des pièces ethnographiques amérindiennes et africaines-américaines, et d'autres relevant de l'art populaire ou de l'art contemporain. 5000 ans d'histoire américaine sont ainsi parcourus, même si la muséographie générale ne permet sans doute pas de véritablement percevoir ce déroulement de la chronologie et sa profondeur temporelle, à l'instar de ce qui se fait habituellement dans les musées d'ethnographie ou d'archéologie plus classiques. Cette exception américaine est le fruit de multiples raisons, mais force est de constater que le Nouveau Monde a une trajectoire quelque peu différente des autres contrées de l'Ancien Monde, quant à son historiographie propre, disciplinaire comme muséale. Ce monde nouveau est, par sa naissance même, celui de l'autre, dans son absolu, depuis sa découverte à la fin du XVe siècle par les Européens. Rappelons, si besoin était, qu'on a même débattu de l'humanité de ses habitants, de savoir s'ils avaient une âme ou s'ils étaient simplement humains. Ensuite, donc, malgré quelques timides tentatives, on l'a vu tout à l'heure, comme le musée américain du Louvre, qui séparait bien le précolombien de l'ethnographie, on avait un musée d'archéologie et un peu plus loin un musée d'ethnographie, l'ensemble des productions des peuples autochtones des Amériques, qu'elles soient contemporaines et collectées par les anthropologues ou anciennes et issues des fouilles des archéologues, sont le plus souvent restées regroupées dans les mêmes lieux, dans un grand tout précolombien amérindien. Qui plus est, reconnaissons à l'américanisme une certaine unité qui a moins segmenté les disciplines que pour d'autres aires géographiques, à l'instar de la Société des américanistes de Paris, regroupant depuis 1895 archéologues, anthropologues, linguistes, ethno-historiens. Le résultat est qu'au fil des décennies, les collections françaises se sont enrichies aussi bien d'objets archéologiques, notamment en provenance de Mésoamérique et des Andes, donc terre de recherche privilégiée, que de pièces ethnographiques collectées par les missionnaires, les explorateurs, puis les ethnographes étudiant les communautés du Groenland, des plaines d'Amazonie, etc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur un total de 106 000 et quelques objets inventoriés à ce jour Quai Branly comme provenant des Amériques, 67 000 sont classifiés comme archéologiques. Le tableau n'est peut-être pas visible, mais je vais vous en faire un commentaire. 67 000 sont classifiés comme archéologiques, soit 63% du total. Ces chiffres, évidemment, sont inconsidérés avec prudence, puisque les collections archéologiques font vite du chiffre, passez-moi l'expression, mais ils sont néanmoins révélateurs. Ce tableau montre combien l'Amérique est une exception dans l'ensemble patrimonial du Quai Branly. L'on comprend aisément, vu le partage débattu plus haut avec le musée Guimet, que les collections asiatiques n'aient quasiment aucune pièce archéologique. 0,9% des collections de Branly sont archéologiques pour l'Asie. La remarque vaut aussi pour l'ensemble rattaché à l'Afrique du Nord et au Proche-Orient, où sur 21 000 objets, seuls 3,4% sont anciens. L'essentiel des collections archéologiques trouvées au Proche-Orient et en Égypte, on l'a vu, sont en effet au Louvre. Mais là où l'on peut s'interroger sur ces partages de l'univers et du temps, c'est pour l'Océanie,
d'où ne provient quasi aucun élément archéologique, et surtout pour l'Afrique. 1/10 seulement des pièces qui la représentent se rattachent à son passé lointain. Les pièces exposées au Quai Branly ou au pavillon de session reflètent ces répartitions. Ainsi, le passé de l'Afrique, comme celui de l'Océanie, est absent ou presque de l'exposition permanente du Quai Branly. La grande pierre lyre du Sénégal et quelques pièces archéologiques spectaculaires des cultures Nok, Sokoto ou Ifé du Nigeria représentent seuls le passé millénaire du continent noir. Pour l'Océanie, 2 moailles ou têtes monumentales de l'île de Pâques, dans le pavillon des sessions et dans le hall du musée du Quai Branly, évoquent les grandes migrations séculaires des navigateurs et océaniens. Sinon, pour l'Afrique, l'Océanie ou l'Amérique, ah oui, ça je ne vais pas en parler, vous nous entendrez trop loin. Voilà, on peut faire cette petite observation, évidemment, à propos de pièces qui sont aujourd'hui au Louvre, des pièces égyptiennes archéologiques, africaines, jusqu'à preuve du contraire. L'Égypte est en Afrique, et des pièces du XVIe siècle, c'est ce dont je voulais parler. On a quelques pièces issues des cabinets de curiosité, comme cette corne de culture Sapi, et puis le dieu de la guerre. Ce constat que je viens d'évoquer, de ce partage et ce déséquilibre dans les collections archéologiques et ethnographiques à Branly, hérité, rappelons-le sans cesse, du musée de l'Homme, ce constat donc est le reflet, bien entendu, des anciens grands partages des musées français que j'ai évoqués préalablement. Séparant les collections du laboratoire d'ethnologie du musée de l'Homme de celles du laboratoire de préhistoire, les premières, donc rappelons le migrant Quai Branly, quand les secondes, les collections du laboratoire de préhistoire, restaient ici sur la colline de Chaillot, la dernière en date de ces scissions, donc de ces partages, est infiniment questionnable. Fruit de l'histoire institutionnelle et disciplinaire, elle est pour le coup totalement illogique. Nous avons rappelé que les collections archéologiques précolombiennes avaient été rattachées dès le départ, ou presque, aux collections ethnographiques amérindiennes dans le département des Amériques du musée de l'Homme. Quand celui-ci a été scindé en 3 laboratoires dans les années 70, ces pièces archéologiques précolombiennes, pourtant antérieures à l'histoire, de l'Europe sous-entendu, et que d'aucuns pourraient donc qualifier de préhistoriques, ont été placées dans le laboratoire d'ethnologie, avec leurs homologues plus récentes. Suivant cette logique, au moment de la création de Branly, elles ont déménagé, elles ont traversé la Seine avec le reste des collections américaines. Dans le même temps, avec le développement des recherches préhistoriques dans le monde, et en particulier en Afrique, berceau de l'humanité, les collections de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle se sont beaucoup développées. Pour une large part, elles ont logiquement rejoint le laboratoire de préhistoire du musée de l'Homme. Celui-ci n'étant pas concerné, y compris par ses collections extra-européennes, par la décision créant l'établissement du Quai Branly, ces pièces préhistoriques d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie sont donc restées au palais de Chaillot, auprès des fossiles humains et des restes anthropologiques plus récents du laboratoire d'anthropologie. Au bout du compte, la séparation peut-être a été plus aisée que pour l'Amérique, pourrait-on dire, dans la mesure où, en particulier pour l'Afrique, la réalité de ces collections s'y prêtait mieux. Le décalage chronologique entre une préhistoire se comptant en centaines de milliers d'années, voire en millions d'années, et une ethnologie débutant à peine à la Renaissance rendait évidente la distinction, ou en tout cas plus évidente la distinction préhistoire-ethnologie. Le grave manque d'objets archéologiques correspondant à des périodes donc plus récentes, dont souffrent les collections françaises, traduit le désintérêt prolongé des archéologues de notre pays pour les sociétés post-paléolithiques d'Afrique. Les chercheurs du muséum se sont ainsi consacrés surtout aux origines de l'homme au temps préhistorique. On a vu aussi que les archéologues du Proche, du Moyen et de l'Extrême-Orient, eux, ont amené leurs collections dans les réserves du Louvre ou du Guimet. Et au bout du compte, on a aussi ce découpage avec le musée de Saint-Germain-en-Laye, le musée d'archéologie nationale, où, au bout du compte, là, on retrouve évidemment la préhistoire, des collections archéologiques plus récentes, mais des collections du néolithique et de la protohistoire. Mais là, ce sont des collections nationales, des collections françaises. Et donc, effectivement, jusqu'à la réouverture du Musée de l'Homme en 2015, il n'y avait à proprement pas dans l'espace muséologique parisien de lieux où on parlait des différentes néolithisations, par exemple, du reste du monde. On parlait de ce qui se passait en France et ailleurs, on zappait le reste. Je veux avancer puisque... Voilà, si ça va, je suis dans les temps. Alors, on pourrait interroger diverses autres frontières. Que dire de cette frontière-ci? Dans le grand découpage de nos musées de soie, le Louvre s'arrête normalement à 1850. Ensuite, il passe le relais au musée d'Orsay, au milieu, qui le cède aux alentours de la Première Guerre mondiale au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
L'irruption des arts des autres au pavillon des sessions, on l'a commenté au début, pose quand même un problème qui n'a pas été traité. C'est celui de la date de création de ces arts premiers installés au Louvre. Et dans la répartition chronologique rappelée, il y a un problème. Sur les 107 chefs-d'œuvre aujourd'hui exposés et provenant d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique, 29 sont archéologiques et anciens, parfois datant d'avant notre ère, mais beaucoup, si ce n'est la plupart, s'échelonnent du XVIe siècle, datent du XIXe siècle, et ils ne sont pas dans le bon tempo au Louvre. La majorité de ces œuvres exotiques devraient donc être à Orsay, voire à Beaubourg. De la même façon, on pourrait interroger la place des œuvres des arts contemporains au musée du Quai Branly, art aborigène d'Australie, art haïtien. Ici sont représentées 2 pièces haïtiennes, faites par exactement le même artiste, Liotto, dont une se trouve à Beaubourg, l'autre au musée du Quai Branly. Et donc on pourrait interroger de où est la place de l'art contemporain de ces sociétés. De quelles sociétés d'ailleurs parle-t-on et de quels individus? D'autant qu'un certain nombre d'artistes et de créateurs d'aujourd'hui refusent d'ailleurs d'être enfermés dans ce qu'ils considèrent comme un ghetto ethnique, sous le seul prétexte qu'ils sont nés ou originaires de pays exotiques. À être exposés dans un musée national, ils revendiquent de l'être au Centre Pompidou, aux côtés de leurs alter-ego occidentaux. Je fais une citation. Si nous voulions céder à une logique rigoureuse, nous dirions que le musée d'ethnographie, commençant là où finirait le musée d'histoire naturelle, devrait embrasser dans leur ensemble les civilisations primitives et archaïques, tandis que les civilisations plus évoluées se partageraient entre le musée des beaux-arts, le musée de folklore et une manière de conservatoire des arts et métiers. Mais il est des situations acquises dont il faut s'accommoder. C'est ainsi que chez nous, en principe, Saint-Germain-en-Laye a les antiquités nationales et préhistoriques, le Louvre, les beaux-arts et l'archéologie en général, le musée Guimet, les religions orientales et l'archéologie de l'Inde et de l'Indochine, de l'Asie centrale, le pavillon de Marsan, les arts décoratifs, le Trocadéro, l'ethnographie, etc. Mais que de coups de canif dans les contrats. Par exemple, de l'ethnographie océanienne et des antiquités américaines à Saint-Germain-en-Laye et au Trocadéro, de l'archéologie de l'Asie centrale au Louvre et à Guimet, des antiquités égyptiennes au Louvre, au Trocadéro et au Guimet. Je ne parle pour mémoire que du cabinet des médailles et de ses collections archéologiques, de Cernucci et de ses antiquités chinoises, de Carnavalet et de ses poteries péruviennes. Que dire des instruments de musique qui s'éparpillent entre les 2 conservatoires des arts et métiers et de musique, le pavillon de Marsan, le Trocadéro, etc. Le mal, et c'est ma fin de citation, le mal est ici sans remède radical. Ainsi s'exprimait Georges-Henri Rivière en 1929, peu après être devenu sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, donc placé sous la houlette de Paul Rivet. Aujourd'hui, en 2018, l'on peut dire exactement la même chose. Il est des situations acquises dont il faut bien s'accommoder. Et avec cette dernière valse des musées, en attendant un nouveau Yalta, dans une 50aine d'années, puisqu'il est à observer qu'il y a une sorte de cycle de 60 à 70 ans, 1878-1882, 1937-1938, début du XXIe siècle. Donc, il n'y a point de regret dans cette dernière valse des musées, en attendant la prochaine, il n'y a point de regret à avoir, donc, de nostalgie d'un âge d'or, notamment du musée de l'Homme, qui n'a jamais véritablement existé. Il convient de s'inscrire dans ce nouveau paysage muséal. Le musée de l'Homme, qui entame une vie nouvelle depuis octobre 2015, n'est-il pas, au bout du compte, tout à fait inscrit dans la ligne de pensée de ses premiers fondateurs, à commencer par Paul Rivet, qui traite aujourd'hui de toute l'aventure humaine, aventure biologique et culturelle, sur tous les continents, sans exclure qui que ce soit, englobant tous les continents, toutes les époques, toutes les cultures, des origines à nos jours et même à demain. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Scande la galerie de l'Homme. La frontière entre musée des autres et musée de soi n'existe pas au musée de l'Homme. Merci. Bonjour. Récemment, on a pu lire dans la presse que la France, notre pays, s'était engagé à restituer un certain nombre, mais je crois que c'est plus qu'un certain, c'est des milliers d'œuvres au pays d'origine. C'est un engagement qui a été pris, je crois, par notre nouveau président. Que va-t-il rester dans nos musées
Bon, je sais qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui ont été acquises, qui ont été payées, etc., etc. Mais un grand nombre sont anciennes et proviennent de, j'ose pas dire le mot, mais de pillage, enfin de l'époque de la colonisation. Donc voilà, quid de ces œuvres dans nos musées? Est-ce qu'ils ne vont pas se vider progressivement? Vous posez une question évidemment clé. Je pense que dans le temps qui nous est imparti de discussion, on va peut-être pas lancer le débat. Je vais quand même répondre avec ces quelques mots. Et que peut-être il faudrait on fera des conférences spécifiquement sur ce sujet. Évidemment, c'est des questions sensibles et importantes, mais qu'il faut aborder droit dans les yeux. Nous sommes en 2018. Nous ne sommes plus en 1930, nous ne sommes plus en 1878, et nous sommes voilà. Donc il y a eu effectivement des collections issues, on l'a vu rapidement au travers de mon exposé, de l'histoire à la fois coloniale de nos pays occidentaux, histoire française pour ce qui nous concerne, de l'histoire scientifique aussi. Ces collections qui sont rentrées en France sont rentrées de tellement de diverses manières qu'il faut jamais simplifier les choses et dire que les choses c'est blanc ou noir ou ceci ou cela. Il y a mille et un cas et je pourrais vous en citer des dizaines d'exemples. Voilà. Donc aujourd'hui, on est face à cette question. Pour ce qui me concerne, mais ça n'engage que moi, on ne peut pas continuer à tenir sur des positions qui sont, pour ce qui je considère, du XXe siècle. On est aujourd'hui dans un débat ouvert sur ces questions-là. On ne peut pas se voiler la face et se contenter de dire que nos lois françaises, par exemple, sont ceci ou cela. Bien sûr, il faut les respecter. Je suis un fonctionnaire de la République. J'agirai en fonction de ce que les lois de la République permettent ou les décisions. Mais je crois qu'il nous convient d'aborder ça. On ne peut pas, d'un revers de la main, dire on restitue rien. On ne peut pas non plus restituer tout parce que il y a mille et un cas de figure. Il y a des gens dans la salle qui connaissent très bien les sujets où c'est pas si simple. Il y a eu des acquisitions équitables. On peut discuter de l'équité, mais il y a eu des vraies transactions. Il y a des pièces qui sont des copies, il y a des pièces qui sont des fausses. On a aussi une sorte d'ingénuité et au bout du compte une certaine condescendance parfois à considérer que on a pris auprès des autochtones des objets en les volant ou en les roulant. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. C'est un peu le contraire. C'est les Blancs qui se sont fait largement rouler par les autochtones. Alors, voilà, dès le XVIe siècle. Hein, voilà. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet-là. C'est notre histoire coloniale qui transparaît en partie, en tout cas dans ces collections. Et que ce passé colonial, il faut l'aborder de face et en discuter avec les pays concernés et les populations concernées. Alors, j'ai sans doute pas répondu à votre question, mais en partie, mais voilà, mais c'est un débat. Enfin, ça, on peut passer des heures et puis les avis peuvent être contradictoires. Bonsoir. Je m'appelle Dami Elisha, de nationalité béninoise. Je crois que la question que notre ami vient d'évoquer, mon pays en fait partie. Mais je sais. Et quel a été le traitement donné par rapport aux objets de mon pays? Si vous en savez quelque chose, vous pouvez bien me le partager. Merci. J'ai aucune compétence à parler des objets africains. Enfin, je veux dire, c'est pas ma spécialité, mais on sait aujourd'hui effectivement le débat sur certains objets. En tout cas, une actualité qui concerne très directement le Bénin. On pourrait citer une autre actualité qui concerne l'Algérie, mais ce sont des débats parce que il y a eu une émergence ou une cristallisation au certain nombre d'objets très emblématiques pour ce qui concerne votre pays. Je crois que la déclaration de M. Macron à Ouagadougou est de ce point de vue-là intéressante et ouvre sans doute un débat. Et aujourd'hui même, on discute effectivement au sein des musées nationaux, au sein du ministère de la Culture, de ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il faut dialoguer et voir les solutions qu'on peut trouver. Alors après, utilisons les mots comme on veut. Je pense qu'on va être une évolution. Je vous disais qu'on rendez-vous dans 60 ans. Je pense que ça sera très intéressant pour nos successeurs de faire le point de la situation des musées dans 60 ans. Je pense que beaucoup de choses vont évoluer et les lignes se déplacent. Et moi, je trouve que ce serait parfaitement légitime qu'un certain nombre de pièces issues de votre histoire soient visibles par les gens sur place dans leur pays. Oui, mais est-ce que ils sont restitués ou pas? Ah mais là c'est en discussion. Il faut alors. Je ne veux pas ennuyer tout le monde avec ça. Il y a des procédures, il y a des lois. Je vois un ou deux collègues dans la salle qui connaissent bien le cas qui nous concerne très directement au Musée de l'Homme. Il faut qu'une demande officielle, il y a un certain nombre de traitements. C'est pas un directeur de musée qui décide s'il restitue ou pas. C'est au niveau de l'État français. En vertu des lois, ces biens sont propriété de la nation française. Et il faut des lois ou un certain nombre de déclassements pour faire autoriser. Donc il y a des procédures en cours. Pour le Bénin, je n'ai pas suivi l'ultime actualité. Je ne sais pas si le gouvernement du Bénin
Benin a fait une demande officielle de restitution au gouvernement français, ça doit se passer à ce niveau-là. Et après, effectivement, c'est entre gouvernements. Nous pouvons débattre et porter nos avis et notre éclairage scientifique et historique. Après, la décision, elle appartient aux politiques. C'est pas nous qui décidons au sein des musées. Oui, en fait, justement, je voulais apporter mon avis. Bonsoir à tous. Je voulais apporter mon avis par rapport à ça, justement, parce que je me suis posé la question, justement. Et parce que si on pense en termes de création, c'est des personnes qui ont fait ça à tel siècle, dans tel endroit, mais en fait, moi, je me pose la question différemment. Je me dis, mais en fait, c'est des humains qui ont fait ça. Donc si c'est des humains, et puis à l'époque, si on met des frontières partout, on va se dire, ça appartient à telle communauté, à tel siècle et autres. Mais en fait, c'est des êtres humains qui ont fait ça. Donc si c'est des êtres humains, ça appartient à l'humanité, au final. Donc, parce que, en tout cas, je sais pas, c'est des débats qui aussi relèvent du domaine philosophique, on peut débattre à l'infini. Ce qu'en tout cas, j'ai essayé de montrer, notamment au travers de cette histoire, c'est qu'on voit bien que ces assemblages, un jour, en parlant des collections américaines que je gérais au Quai Branly, je disais c'est une sorte d'agrégat improbable. Ça croise un tas d'histoires, de coloniales, de scientifiques, d'individus, de dons. C'est une cohérence. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Donc c'est un agrégat lié à l'histoire. Et les découpages aussi que j'ai essayé de montrer, en tout cas, sont aussi liés à notre histoire française, mais on peut l'élargir à l'Europe et au reste du monde. Et c'est la situation aujourd'hui en 2018, mais rien n'est gravé dans le marbre. Et je pense que ça va encore évoluer, et heureusement d'ailleurs, puisqu'on n'a pas aussi le même regard et sur cette histoire-là, et sur ces sociétés, et sur ces collections. Aujourd'hui, la notion d'éthique rentre en jeu. Qu'est-ce qu'on collecte? La notion d'objet sacré, voilà, la notion de reste humain. Il y a 1001 débats qu'il nous faut aborder, évidemment, frontalement et sereinement. Il ne s'agit pas non plus, et en tout cas calmement, et pas dans la précipitation ou dans aussi l'emballage médiatique parfois qui nuit un peu, à mon avis, à une juste réflexion. Et bonsoir, j'en profite pour vous poser une question dont je n'ai vraiment pas la réponse, j'en sais rien. J'ai juste constaté qu'aux États-Unis, les différents musées souvent ont tendance à présenter les œuvres, quel que soit le type de musée. Hein. Donc il y a une partie, l'Europe, l'Asie et les peuples autochtones américains, mais tout est mis sur un pied d'égalité. Et donc, voilà, on m'a dit que c'est souvent fait pour les écoles, mais quand même, ça pose pas beaucoup de problèmes. Alors, je voulais savoir à quel moment, comme vous avez évoqué les difficultés qu'il y a eu en France, mais en Italie ou ailleurs aussi, à mettre sur un pied d'égalité ce qui est européen avec les restes. Et savez-vous cette tendance américaine et comment elle s'est mise en place ? Il y a effectivement un certain nombre de grands musées. On peut citer évidemment à New York, des musées historiques. Parce qu'il c'est un autre débat, c'est cette notion de musée universel qui émerge au cours du 19e siècle, d'ailleurs parallèlement aux expositions universelles. On a un programme de travail franco-anglais qu'on veut étendre à d'autres pays d'Europe en ce moment, avec un colloque, si ça vous intéresse, le 14 et 15 juin prochain aux Arts et Métiers, où on va débattre de ça. C'est comment la notion d'histoire universelle et de musée universel, qui a pu être portée notamment à un moment donné au 19e siècle, comment en fait finalement les aléas de l'histoire, les aléas politiques, les découpages, la réalité des lieux, etc., aboutit à ce genre de découpage qui change d'un endroit à l'autre. Vous avez vu ces découpages que c'est un jour, des fois je pense que ça se joue à pas grand-chose. Pourquoi les collections assyriennes sont restées au Louvre et pas les collections précolombiennes? C'est peut-être juste une histoire d'individu, je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas y voir forcément... Bien sûr, il y a une idéologie qui peut être véhiculée à un moment donné quand on est dans un contexte colonial et un contexte aussi d'une vision évolutionniste sur les sociétés. On n'a pas envie de mettre des primitifs à côté de la Joconde. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Mais dans d'autres cas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu les hasards de découpage. Alors, les États-Unis, il y a aussi d'autres exemples où c'est séparé. Il suffit d'aller à Washington, sur le Mall. D'ailleurs, le dernier né des musées, c'est le musée africain-américain. Il y a le musée des Amérindiens. Il y a aussi un découpage, parce qu'aussi chaque communauté a dit, moi j'ai envie d'avoir mon musée sur le Mall à Washington. Donc, évidemment, c'est jamais neutre, c'est aussi politique. Mais nous, notre découpage, voilà, il est le fruit de 200 ans d'histoire et de ses aléas. Je vois qu'il y a d'autres questions. Bonsoir, moi je suis anthropologue et je travaille avec des enfants. Donc à chaque fois, des fois on parle de l'anthropologie
Et je vois que chez les enfants, il y a beaucoup de préjugés. Ils disent qu'il y a des peuples primitifs, qu'on ne se ressemble pas du tout aux singes, par exemple. Du côté de l'anthropologie, soit biologique, soit sociale et culturelle, il y a encore beaucoup de préjugés chez les enfants. Et même chez les adultes, même en contexte universitaire, des fois, je pense que mes collègues, ils pensent que l'anthropologie est toujours à la science des races, de la catégorisation. Et je pense que si on dirait que le mot ethnographie nous pourchasse d'une façon un peu pas que négative, mais aussi qui est plus correcte, plus scientifique, quoi. Et quelle serait l'approche qu'on devait avoir envers les enfants? Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, moi, j'ai emmené un groupe de mes enfants de l'école ici au musée pour faire un atelier, mais est-ce que le musée, il pourrait se déplacer aux écoles pour faire des petits ateliers, pour poser des questions? Pourquoi est-ce que vous pensez ci? Pourquoi est-ce que vous pensez ça? Depuis l'enfance, depuis le jeune âge, de poser des questions et bouleverser cette idée congelée qu'on a de l'anthropologie. Oui, mais vous êtes bien entouré. Vous avez derrière vous tout un tas de gens qui répondraient beaucoup mieux que moi. On sort d'une exposition qui s'appelait Nous et les autres. Et puis la Galerie de l'Homme elle-même et parcourt ça. C'est effectivement un vieil héritage évolutionniste, colonial et autres. Et de ce point de vue-là, parce que, évidemment, sans doute que j'ai été assez critique dans un certain nombre de choses que j'ai dit, mais je voudrais aussi, il faut toujours être nuancé, c'est jamais noir ou blanc les situations. L'acte du pavillon de session de 2000, pour discuter, on peut toujours discuter après, et je l'ai fait, mais en même temps, il était aussi symbolique. C'était, il faut donc pas le renier. Enfin, moi, je trouve aussi qu'il était fort aussi de dire ces chefs-d'œuvre naissent libres et égaux. C'était de dire, je place à côté de la Joconde ou de la Vénus de Milo des arts d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique. Voilà, pour dire qu'ils sont égaux, qu'il n'y a pas de jugement de valeur, avec d'un côté des primitifs bons pour des musées d'ethnographie et des musées des beaux-arts où là, on magnifie notre belle civilisation occidentale. Mais c'est un combat de longue haleine et c'est le combat premier de ce musée et c'est sa raison d'être d'ailleurs. André, tu as souligné avec raison la façon dont le terme d'art premier ou même d'art primordial est problématique. Et nous avons ici, en fait, si on s'entend pour dire que l'art premier est chronologique, nous avons l'art paléolithique, donc nous avons l'art premier. Et je n'entends jamais dire que le musée de l'Homme est le musée des arts premiers. Ah, mais c'est une très bonne... C'est une très bonne question, effectivement. Mais sur ce mot premier, moi, je n'ai jamais fait véritablement l'étymologie et la genèse de cet emploi. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se télescopent. Il y a d'abord le terme, effectivement, le premier, moi, des fois, je dis c'est politiquement correct de primitif. Avant, on disait art primitif, ça ne posait pas de problème, mais c'est devenu... Et après, art premier, il y a aussi côté américain, c'est que aux États-Unis et au Canada, c'est les Premières Nations, c'est les First Nations, quand on parle des autochtones, mais là, ça a du sens par rapport aux Européens et aux Asiatiques et africains qui arrivent après. Mais tu as raison, l'art premier, si tant est qu'on doit utiliser ce terme, c'est nos ancêtres préhistoriques qui a 50 ou plus ou 30 000 ans qui se mettent à faire de l'art. Mais on pourrait aussi débattre de la notion d'art, d'ailleurs. Ça, c'est notre sujet. Mais c'est peut-être un nouveau slogan, le musée de l'Homme, le musée des arts premiers. Ça me donne une bonne idée. Bonsoir et merci pour la conférence. Je voulais revenir un peu sur la réflexion de M. Franz Mani, un peu pour nuancer le propos, en fait. Notamment en Amérique, les musées qui présentaient les collections autochtones, ils sont pour certains très récents, mais c'est aussi lié à des revendications identitaires. On a National Museum of American Indian, il est des années 80. Et au Brésil, c'est encore plus récent. Et c'est là aussi où on voit des musées qui sont dirigés par des peuples autochtones. Et du coup, la question de musée des autres ou musée de soi, on voit que c'est une question qui est fluctuante, parce que pour eux, c'est un musée d'eux-mêmes, en fait, et pas un musée des autres. Et là, par exemple, c'est une question aussi qui est encore d'actualité, puisque là, on voit un réveil des autochtones à Taïwan. Oui. Mais moi, j'ai surfé sur cette histoire du musée des autres parce que, quelque part, c'était le slogan, et ça le reste largement, du musée du Quai Branly à son ouverture, le musée des autres. Et voilà, après,
c'est un débat qui aujourd'hui, à mon sens d'ailleurs, pose de plus en plus de problèmes, parce que c'était très simple quand autrefois, aujourd'hui avec la mondialisation, la globalisation, les mélanges, les migrations, etc. C'est qui nous, c'est qui les autres, c'est qui. Je vois, pour être très concret, une question toute bête qui se pose aujourd'hui à Branly, c'est l'acquisition d'art contemporain. On acquiert auprès de qui? Qui a droit d'entrer au musée des Quai Branly comme créateur d'art contemporain? Est-ce qu'on fait une analyse génétique de la personne pour savoir s'il rentre à partir de 50% de sang africain? Vous voyez, mais c'est une question qu'on élude ou qu'on ne veut pas trop dire, mais c'est quoi? Et donc, voilà, je crois que pour demain, on a des soucis à se faire et aussi en même temps des questions normales, après tout, à se poser. Bon, merci pour cet exposé. Je trouve, si vous voulez, qu'on emploie toujours le mot colonial avec une connotation très péjorative. Ça fait partie de notre histoire. Les gens qui ont instauré le système administratif colonial à la fin du XIXe siècle l'ont fait essentiellement pour abolir de façon parfaite et complète l'esclavage. Donc je crois qu'il faut se rendre compte que la période coloniale a apporté sur le plan médical, sur le plan des cultures, sur le plan des connaissances du monde, ainsi que sur le plan artistique, avec tous les musées dont vous nous avez parlé, des éléments positifs. Je me permets d'insister et d'être peut-être en contradiction avec beaucoup de gens dans cette salle, mais je trouve que le mot colonial ne doit pas toujours être compris dans un sens péjoratif. Ah, mais moi, quand je l'utilise, parce que alors ça, c'est un autre sujet, et il n'empêche que je peux avoir certaines opinions, mais personnelles. Mais là, quand je l'utilise, c'est juste un contexte historique. Je parle d'époque coloniale parce qu'à un moment donné, ça a été le cas. La France avait des colonies, a conquis des pays, et ces objets sont rentrés pendant cette époque coloniale, qui, somme toute, se termine dans les années 60. Et on pourrait débattre d'ailleurs enfin, c'est un autre sujet, de certains départements ou français ou territoires d'outre-mer. Voilà, donc moi, après, dans mon propos, je ne le disais pas de manière, comment dirais-je, négative. Mais après, moi, je le disais comme un fait. Moi, là, dans un cadre comme ça, je me pose comme quelqu'un qui observe des faits. Après, mon opinion personnelle ou les débats à caractère politique sur la colonisation, là aussi, on peut faire des colloques entiers. Enfin, néanmoins, en tout cas, pour les pays que je connais, la colonisation, puisque c'est le mot, a abouti quand même à la disparition d'à peu près un pourcentage énorme de la population amérindienne initiale. Voilà, il y a sans doute eu des bienfaits, mais il y a eu aussi beaucoup de morts et de destruction et d'esclavage, puisque c'est aussi la colonisation qui a apporté des esclaves au Nouveau Monde, par exemple. En entendant cette description de la valse des collections qui passent d'un musée à l'autre, je me dis c'est une qualité tout à fait française de conceptualiser par des schémas abstraits ce que doit être le contenu d'une institution. Par exemple, au musée à New York, on a les collections Rockefeller, les collections données par d'autres personnes. Ce sont des dons. C'est ce qu'on retrouve dans des petits musées privés où une collection reflète la personnalité et les préoccupations du donateur. Alors ne pensez-vous pas qu'on aurait tout de même intérêt un peu à stabiliser les collections en respectant leur origine, la date à laquelle elles ont été formées, parce que ça, c'est aussi l'histoire de la muséographie qui intéresse le contenu actuel des collections. Quand on parle de leur origine, ça dépend le mot qu'on met par origine, parce que, en tout cas pour les objets qui nous intéressent et dont on débattait largement, et on pourrait dire qu'ils ont deux vies. Ils ont d'abord leur première vie comme objet produit par des sociétés à un endroit et à un temps T sur la planète, et parfois, des fois, on l'oublie. Et un deuxième vie qui est après, effectivement, leur vie, à partir du moment où ils sont
collectés, volés, échangés, peu importe, par un individu souvent occidental qui va ensuite le ramener ici et puis arriver en Europe. Ils ont une vie, une biographie d'objets, comme on peut dire, qui est assez longue. Moi, je pense que, avec tout le respect que je dois aux collectionneurs privés qui collectionnent pour leur intérêt, avec leur argent, les pièces qui les intéressent, nous, dans une institution publique, et qui plus est ici dans un musée qui est un musée laboratoire, on a des équipes scientifiques qui ont conceptualisé, imaginé, collecté, et depuis presque un siècle, des objets, voilà, pour discourir à un moment donné sur ces sociétés. Il y a aussi ce discours-là. Donc, c'est important, sans doute, de marquer, on le met d'ailleurs, que tel objet a été collecté par M. Claude Lévi-Strauss ou appartenait à la collection privée de M. André Breton. Mais c'est jamais que dans un deuxième temps, je trouve, et qu'avant, il faut d'abord raconter ce que veut dire cet objet par la société même qui l'a produit. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc je pense qu'il y a forcément une conceptualisation, parce que un choix scénographique, j'en parle, les collègues qui ont fait la scénographie ici, de la Galerie de l'Homme, voilà, ont tenu à un discours à un instant donné par rapport aussi aux collections existantes. Et puis peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on fera bouger des choses. Et oui, il y a forcément... C'est un discours produit, mais on essaye, puisqu'on est une institution et scientifique et publique, de tenir un discours qui ne soit pas celui seulement d'un individu. Le pavillon des sessions, de ce point de vue-là, est éminemment questionnable, puisqu'il est l'œuvre d'un individu, Jacques Kershach. Voilà, je ne sais pas si... Il y a encore des questions. Encore une question. Non, il faut attendre pas de problème. Pense à la captation. Ça ne m'étonne pas de vous, faite. Alors, comme vous avez évoqué à peu près tous les sujets, alors je voulais vous dire que vous parlez d'une façon froide et scientifique de ce qui a été la valse des musées. Et donc, vous avez aussi parlé de notre parcours d'exposition qui s'est fait comme l'on a pu, parce qu'on manque des objets qui sont allés vers les quais Branly. Et donc, à un moment, vous savez qu'il y avait eu une phase de résistance où les musées de l'Homme ne souhaitaient pas se séparer de ces collections. Dans cette phase où le musée des quais Branly se faisait, et il n'allait pas de soi que le musée de l'Homme soit rénové et qu'il réouvre. Donc, ce n'était pas tout à fait prévu dans cette phase. Alors, je vous pose une question personnelle. Et vous étiez dans le paysage français au moment où ces faits se produisaient. Quelle était votre opinion à l'époque ? Au moment où tout ça se passait, moi, j'étais pas en tout cas dans la France hexagonale. J'étais de l'autre côté de l'Atlantique, dans la Caraïbe. Donc je regardais ça avec curiosité. Je connaissais bien sûr le musée de l'Homme pour l'avoir fréquenté comme étudiant et après. Et puis j'avais le lien avec un tas de gens au musée de l'Homme, puisque travaillant sur les Amériques en archéologie précolombienne et autres et coloniale de la Caraïbe, je connaissais les collègues américanistes ici. Après, moi j'ai vu ça comme tout le monde. J'étais pas au cœur du débat, d'une part, et au cœur des faits tels qu'ils se sont déroulés. Et évidemment, ce n'était pas le lieu ici de l'évoquer dans ma conférence, de la dimension humaine, bien entendu, qui a prévalu derrière tout ça, et sans doute de la brutalité aussi avec laquelle tout s'est décidé. Donc ça pourrait... Pardon ? Vous demandez aussi un avis scientifique. Ben, alors... Ça, après, soit je fais de la langue de bois, soit c'est à vous de voir. La captation est en cours. Voilà. Oui, c'est pour ça. Après, ça va se retourner contre moi. Mais comme j'assume à mon âge, maintenant, je peux assumer. En tout cas, j'espère. Ça veut dire que j'ai raté ma conférence. Que le propos que j'ai tenu me paraissait laisser transparaître mon opinion. En tout cas, un certain nombre de mes opinions. Voilà. Après, moi, je suis pas dans la nostalgie. Ce qui est fait est fait. On va pas. En tout cas, c'est pas mon travail ici comme directeur du musée de l'Homme. Moi, mon but, c'est d'enterrer l'âge de guerre, d'une part, de voir comment on peut travailler entre les deux institutions, mais surtout, avant tout, puisque je me trouve et j'ai cet honneur à la direction du musée de l'Homme, de voir ce qu'on va faire. Je pense que d'une crise comme ça, qui, au bout du compte, est peut-être aussi très intéressante à analyser, puisque finalement, comment je peux dire les choses ? Allez, je l'ai dit, les problèmes, ils sont surtout devant le musée du quai Branly.
nous, on a moins de problèmes, à mon avis, dans les années qui viennent, par rapport au discours qu'on tient. Je pense qu'au sein du Quai Branly, il y a un vrai débat qui va se poser. Et les débats qui viennent sur la place publique, regardez ce qui se passe dans les musées européens, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis, etc. Il y a un vrai débat sur la notion de musée, d'ethnographie, de collection ethnographique, d'objets sacrés, de restitution, etc., de discours qu'on produit, du rapport aux sociétés autochtones. Alors cela dit, c'est passionnant, mais à mon avis, il y a de quoi... Nous, je trouve que le discours qui est tenu ici, en tout cas j'espère, est moins problématique. Et surtout, il nous appartient de nous positionner sur les discours. Moi, par exemple, une chose qui m'a toujours choqué à Branly, pour dire les choses, vous l'avez compris, c'est l'exclusion de l'Europe. On sépare l'Europe du reste du monde, comme on avait séparé la France. C'est-à-dire quoi, on est différent des gens des autres pays. Voilà, il y a un vrai souci, et du coup, on fait l'impasse. Et de la même façon que le MUSEM, là aussi, je le dis, et un certain nombre de collègues le savent, le MUSEM, enfin... Il y a aussi sans doute une question sur le discours qui est tenu au MUSEM, qui est devenu le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, mais où finalement toute une part de l'histoire de la France rurale notamment, qui était présentée au musée des arts et traditions populaires, de la France ouvrière, de la France des mines, de la France d'un tas de lieux. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est vraiment représentée dans un musée français? Et puis du coup, en créant le Branly sans l'Europe, on nous place comme si on était complètement différent de ces sociétés. Et je trouve très intéressant dans la galerie ici de l'Homme d'avoir des scénographies où on mélange la Vierge Marie avec un reliquaire Fang et avec un objet rituel précolombien. Mais voilà, non, c'est... Il est des situations acquises dont il faut bien s'accommoder. Rappelez-vous la phrase de Rivière en 1929. Je crois que c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui, mais le monde idéal n'existe pas. Et je ne sais pas d'ailleurs si quelles frontières on pourrait mettre. Ou alors, on revient à cette notion de musée universel, mais au bout du compte, on pourrait interroger l'universalité. Ça, c'est un petit syndrome français, ça, l'universalité. Donc, il y a d'autres pays, ils n'ont pas ces questionnements. Ou comme le disait Magdalena, il y a des nouveaux musées, des groupes qui disent « Moi, je veux un musée de moi et de ma société. » Et je n'ai pas envie qu'on me mélange avec le reste. Donc on n'a pas fini de débattre, à mon avis. Et c'est une bonne conclusion pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, André. Merci à vous tous d'avoir participé